Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Et bienvenue à vous deux, Julie, Alexis. Salut Nicolas, salut Julie. Salut tout le monde, bonjour. Donc je vois que la salle est en train de se remplir à vue d'œil. Oh là là, je vois les commentaires. Ouais. Alors, on devrait être un certain nombre aujourd'hui. Je pense qu'on sera quasiment 600 personnes en live, donc c'est vraiment chouette. Écoutez, j'ai l'impression que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci Julie et Alexis d'avoir accepté ce webinaire à mes côtés. Et donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va, déjà, c'est le premier webinaire de l'année de SEMJ. Et chaque début d'année, on aime bien faire le point sur les grandes tendances. On a quand même cette chance, je dirais entre guillemets, dans l'univers du marketing digital, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Chaque année, il y a son lot de nouveautés, on ne va pas se mentir. Et donc, l'idée, c'est de vous apporter un regard croisé d'experts, justement, sur ces nouvelles tendances et comment les aborder. Et donc, du coup, vous avez la chance d'avoir plusieurs experts pour donner des avis, je dirais, complémentaires et parfois même divergents. Et je pense que ça, c'est important. Et donc, je tiens une fois de plus à te remercier, Julie, d'avoir accepté. Donc, Julie, tu es CEO de House of Content et tu es experte content. De ton côté, Alexis, tu es directeur technique SEO chez iProspect. Donc, un grand merci une fois de plus à vous deux. Julie, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu fais et tes activités? Oui, déjà, bonjour à tous et merci Nicolas pour l'invitation. En fait, moi, j'ai passé 15 ans dans les médias, Libération, Vogue, Radio Nova, où j'ai appris le contenu. Voilà, et j'ai eu la chance aussi de passer 5 ans chez l'annonceur pour le groupe Mars et le groupe Coty. Aujourd'hui, je suis, j'ai monté un cabinet, j'accompagne les marques, en tout cas dans toutes leurs problématiques de content. Et je suis notamment spécialiste de tout ce qui est content stratégie, content organisation et aussi construction de content factory. Donc, merci de me faire parler de SEO, puisque c'est le grand changement en 2025. Voilà, merci. Super, merci à toi Julie. Et de ton côté, Alexis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais moi, je m'appelle Alexis, je travaille chez iProspect. Ça fait 10 ans presque que je travaille chez iProspect. Et ça fait, je pense, 18 ans que je fais du SEO, donc une bonne partie de ma vie. Donc, iProspect, on est une agence digitale du groupe Denso, donc omnicanal. On travaille avec tous les leviers d'acquisition et aussi donc, transformation. Dans l'équipe SEO, on est, je crois, 25 consultants dans l'équipe dans laquelle je travaille particulièrement. Voilà, on accompagne de belles marques pour leur réussite dans le terrain du search. Super, merci à toi. Et donc, pour dire deux mots sur SEMJ, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est éditeur logiciel, on propose une solution SaaS d'IA générative pour vous aider tout simplement à aller chercher plus de trafic, plus de conversions, notamment grâce à l'optimisation des contenus pour votre site web. Et donc, on a la chance de travailler avec des très belles marques type Groupe Seb, Leroy Merlin, etc. etc. Assez parlé de nous. Maintenant, je propose justement de vous donner un panorama des sujets qu'on va étudier ensemble aujourd'hui sur ces sujets de tendance. Donc, comment on a organisé ce webinaire? On vous a demandé justement quelles étaient pour vous les tendances importantes où vous aviez besoin d'un regard croisé. Et donc, on a derrière, je dirais, identifié des gros sujets qui nous semblaient très importants, notamment tout ce qui est changement algorithmique, côté SEO, zero click search, EAT, évolution bien entendu des usages avec les moteurs IA, etc. etc. Et donc, le but de ce webinaire, c'est de faire, je dirais, le panorama de ces dernières tendances à avoir en tête pour vous aider tout simplement à démarrer l'année, je dirais, avec un maximum d'idées et d'actions à mettre en place. Et donc, on va commencer par, je dirais, une question qui est la plus généraliste parmi les questions, notamment quelles sont les transformations majeures en SEO et en content marketing
où c'est très important de les anticiper pour être compétitif sur 2025. Et donc, Julie, je propose que tu donnes ton avis sur le sujet. Alors, ladies first, apparemment. Donc, effectivement, sur les grandes transformations, il y a un grand Big Bang, effectivement, qui est apparu. Tout le monde est. Donc, l'IA nous impose, en fait, aujourd'hui. Il y a beaucoup de transformations majeures dans le content là-dedans. Donc, on en a sélectionné, évidemment. Il y a, en tout cas, dans celle que j'ai sélectionnée pour vous, il y a évidemment cette notion de zéro-click search qui commence enfin à être comprise, mais on va en revenir un petit peu sur la définition exacte et les impacts dans les slides d'après, mais qui a du coup une vraie conséquence sur les stratégies de content et notamment les stratégies SEO. Donc, ce zéro-click search va nous imposer en tant que marque à revoir complètement, en tout cas, les destinations de contenu. La deuxième transformation qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle un focus aujourd'hui beaucoup plus sur le middle et le bas de funnel. Donc, pour les vieux ancêtres comme Alexis, moi et je pense Nicolas, c'était pas comme ça qu'on faisait le SEO, en tout cas auparavant. On partait surtout du début. Donc, on va continuer évidemment à aller sur l'ensemble du funnel, mais il y a aujourd'hui une convergence aussi à s'occuper davantage du middle et bas de funnel au niveau du SEO. Et puis, quelque chose qu'on a vu aussi arriver, et je pense qu'Alexis et Nicolas reviendront aussi là-dessus, c'est l'importance croissante de ce nouveau, de ce qu'impose Google, en tout cas ce nouvel algorithme, qui est le AAT, et qui aujourd'hui va donner la nouvelle donne sur les contenus, une nouvelle façon notamment de les structurer techniquement, mais aussi de les structurer qualitativement. Et ça, c'est en tout cas les trois gros changements majeurs de 2025, en tout cas d'un point de vue stratégie. Et une dernière petite pour la forme, qui est un vrai retour, ce qu'on appelle à la brand voice, c'est-à-dire le fait d'incarner, de beaucoup plus personnaliser en tout cas les contenus par rapport à la marque et par rapport aux collaborateurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui va notamment changer la nouvelle formule de création de contenu. Voilà. D'ailleurs, je me permets de rebondir, Julie, sur ces sujets que tu cites, notamment Zero Click Search, EAT. Je me rappelle en échangeant, ce sont des sujets qui, je dirais, pour certains experts, sont identifiés depuis plusieurs années. Mais ce que tu nous disais notamment, c'est que ce sont maintenant des sujets qui remontent, notamment dans les directions et sur les stratégies de contenu pilotées par les directions, c'est ça? Exactement. C'était plutôt un sujet d'experts techniques de SEO, mais aujourd'hui, on en voit les conséquences clairement sur les choix, les budgets, sur quoi je dois investir. Et du coup, c'est une nouvelle donne, on va dire, plutôt pour le grand public du contenu. Voilà. Et du coup, j'imagine comment on adapte l'organisation et les processus pour y arriver. Bien sûr, c'est effectivement choisir, c'est renoncer. Donc voilà, il va falloir renoncer. Voilà. Super. Et toi, à ton avis, Alexis? Je pense pour continuer un peu l'échange sur EAT, je pense que la vraie question pour 2025, est-ce qu'on va avoir encore un E qui va s'ajouter quelque part? Parce que chaque année, on va un E s'ajouter. Peut-être ce sera, on ne sait jamais, peut-être ce sera énergie pour l'empreinte carbone, on ne sait jamais. Donc, moi, de mon côté, j'ai choisi 3 tendances. Déjà, oui, en quelque sorte, pour ne pas répéter voilà, ce qu'a dit déjà Julie. Mais je pense qu'ils sont également importants donc, à apprivoiser en quelque sorte en cette année. Le premier, ce sera certainement donc, de s'adapter. On va devoir s'adapter aux nouveaux terrains de jeu qui sont donc les AI Overview, SearchGPT, Perplexity, Bing aussi, qui voit le second souffle avec, donc surtout porté par SearchGPT, qui utilise Bing comme la principale base de données. Et là, il y a de vraies questions voilà, qu'on se pose en fait. C'est comment on fait pour se positionner, mais pas seulement ça, mais également comment on fait pour traquer aussi les résultats, mesurer les résultats. Parce que ça, tous les outils n'ont pas encore appris en fait à traquer nos positionnements dans AI Overview, par exemple aux États-Unis. Et par exemple, si on prend SEMrush, il sait détecter sur quel mot-clé se déclenche AI Overview, mais il ne sait pas dire voilà, à ce jour si tu es positionné ou pas. Voilà, parce que c'est des vraies questions et ça va être pas facile.
La deuxième chose, c'est, je pense, avec tout ce qu'on fait et tout ce que fait tout le monde avec de l'IA, avec voilà, cette quête d'optimisation toujours optimale, je pense ce qui va être important, c'est de chercher à se démarquer des autres et à apporter et à réfléchir en fait à chaque chose que tu fais dans le référencement, dans le content, même les liens. C'est qu'est-ce que tu peux apporter du nouveau par rapport à ce qui existe déjà sur le web. Et je pense que c'est ce que va également chercher Google parce qu'il n'y a aucune nécessité pour lui d'aller en fait, voilà, d'indexer et de garder dans sa base de données les contenus qui parlent de la même chose. Et là, donc, ça s'inscrit aussi, on peut le prendre du point de vue très global, c'est le positionnement de la marque, c'est comment tu formules l'offre, comment tu formules la proposition de valeur unique, qu'est-ce que tu apportes en termes de vrais nouveaux contenus qui n'existent pas encore ailleurs, donc qui vient de ton expertise. Et le troisième cas, moi je dirais, c'est en fait chaque année, on voit que Google devient en fait de plus en plus populaire, oui, il y a de plus en plus d'usages, mais je pense ça, il faut faire différence entre le trafic que reçoit Google et le trafic qu'il offre aux éditeurs de sites, aux webmasters. Et ça, c'est des choses qui sont très différentes parce que voilà, on voit chaque année, dès qu'il y a de nouvelles options, de nouveaux widgets qui apparaissent, type de résultats qui apparaissent dans Google, ça mange le CTR. Et on se retrouve avec des mots-clés, même si tu es positionné en première position, ben là, tu fais 5% de taux de clic. Donc là, je pense, ce qu'il faudra également faire voilà, cette année, c'est d'essayer de tirer le maximum de l'audience qu'on acquiert via en fait, tous les moyens possibles de la garder, de la mieux transformer, voilà, et vraiment la garder en fait chez nous. Ouais. Réussir à bien convertir les visiteurs qui rentrent dans la boutique. Tout à fait. Important. Et de mon côté, quitte à, je dirais, répéter, voire compléter les trois tendances que j'aurais tendance à pousser. La première, on l'a dit, hein, l'IA générative, ça apporte des changements importants. Notamment, c'est l'opportunité pour aller chercher plus de qualité dans ses contenus, donc aussi de revoir ses processus sur comment, dans mes contenus, j'apporte plus d'expertise, plus de valeur ajoutée, plus de gains d'information, mais aussi pour scaler, je dirais, eh bien, la quantité de contenu produit. En tout cas, il y a une opportunité aujourd'hui pour le faire, tout comme, je pense, c'est important de votre côté de bien monitorer, je dirais, les stratégies de contenu de vos concurrents, parce que si vous ne le faites pas, potentiellement, votre concurrent le fait et le risque, ce serait potentiellement de perdre des parts de marché. Mais en parallèle, il y a un point qui me paraît crucial, indispensable. C'est, à mon sens, on est en train de vivre une sorte de content shock 2.0 à l'ère de l'IA générative où la barrière du contenu a disparu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui sait créer automatiquement 1000 contenus. Et donc, je rappelle, on est quand même à l'ère de l'attention. Et le sujet, c'est comment réussir à capter donc l'attention de son audience. Et donc ça, je vous invite véritablement à vous poser la question de comment faire en sorte que votre contenu apporte une valeur différenciante, je dirais, au contenu concurrent. Et ça, c'est un point extrêmement important, je pense, et où clairement, on parle souvent d'IA générative en pensant de ChatGPT, mais de manière générale, le véritable sujet, c'est comment j'arrive, grâce à l'IA générative notamment, à injecter de la data intéressante pour mon audience pour que l'IA générative m'aide à produire, je dirais, la meilleure qualité que sans IA générative. Et puis le dernier point, et, tu en parlais notamment, Alexis, il y a cette tendance sur les enjeux de visibilité. En marketing, moi j'aime bien dire que le marketing, c'est un métier où il y a le plus de sous-métiers. C'est aussi un métier où il y a le plus de channels, je dirais, aussi de formats à gérer. Ça crée sa richesse, ça peut créer de la complexité. Et donc, tout l'enjeu d'un point de vue content marketing, c'est comment rendre ma marque visible à travers, par exemple, les moteurs IA qui gagnent des parts de marché. Alors, certes, Google reste quand même aujourd'hui le canal number one, mais tendance à suivre. Et de l'autre côté, toute la partie content marketing, où on sait qu'on a intérêt à décliner les formats, comment transformer, par exemple, mon contenu SEO, par exemple, pour qu'il il me permette d'attirer du trafic sur les autres canaux. Donc voilà. Ce que je vous propose maintenant, puisque là, vous avez eu 3 regards sur les tendances qui peuvent sembler importantes pour 2025, et ce que je vous propose maintenant, c'est de participer en live, puisqu'on est plusieurs centaines en live, au sondage.
pour que vous puissiez nous dire, vous, de votre côté, quelle est la priorité pour votre stratégie 2025. Alors, on a dû faire des choix. Et si vous ne trouvez pas votre réponse, envoyez là dans le chat. On voit tout. En fait. C'est un bon point. Exactement. Mettez aussi dans l'animateur, c'est Alexis. Incroyable. Alors, nous avons une tendance qui se démarque très clairement. C'est la partie EEAT avec 37% de vote. Nous avons une autre tendance, du coup, qui est pour le coup vraiment nouvelle, la visibilité dans les moteurs IA, donc ChatGPT, Perplexity. Donc, à eux deux, c'est 50% des votes. Ce qui est intéressant, c'est que Google a fait tout pour que les gens pensent moins au changement algorithmique. On voit clairement. Oui, et ça fait une super transition, mon cher Alexis, puisque justement, on va parler de changement algorithmique, du coup. Donc, ce que je vous propose, c'est on va revenir au slide, puisqu'on avait une question, et ça, je pense, c'est un point important. En SEO, on le sait, sur ces dernières années, les changements, enfin, depuis tous les temps même, je dirais, les changements algorithmes sont importants à connaître, puisque, hélas, ils peuvent créer des impacts, alors parfois positifs, parfois négatifs. Et du coup, le sujet, c'est en SEO, notamment d'un point de vue Google, quels sont les changements algorithmiques importants à avoir en tête pour bien attaquer 2025. Quels sont tes conseils à ce niveau-là, Alexis? Mais je pense que peut-être la différence principale par rapport à SEO qu'on a fait avant, c'est que je pense avant, on vivait un peu en mode avant, en fait, on attendait à chaque fois les mises à jour de l'algorithme et on vivait un peu de point A au point B, du point B au point C. Et aujourd'hui, en fait, ce qui a vraiment changé depuis les 3 dernières années, c'est qu'on vit, en fait, l'algorithme, il est en continu, le changement, il est en continu et on vit dans le changement, en fait. Par exemple, si là j'ai pris les chiffres de l'année dernière, on a eu 127 jours sur 365 où Google était en état de mise à jour officielle. Donc là, c'est un jour sur 3, Google se trouve en fait en changement d'algorithme, en mise à jour, plutôt en déploiement d'algorithme. Et ça, c'est un peu la donne dans laquelle on vit depuis 3 ans. Et ce qui change, c'est un peu juste d'une année à une autre, c'est la palette des changements des mises à jour qui est un peu différente par rapport aux priorités de Google et par rapport aux problèmes qui existent dans la recherche. Donc, en 2024, donc, si on fait une petite courte rétrospective, donc, on a eu 4 core updates, ce qui est beaucoup. Et les core updates, donc, c'est des changements majeurs de l'algorithme de Google, donc le cœur de l'algorithme. Et c'est quelque chose déjà qui, au départ, était assez large et c'était au départ même pas assez facile pour comprendre en fait les tenants et aboutissants et qu'est-ce qui en fait a été changé, surtout par le moteur de recherche. Et là, depuis l'année 2024, ça change encore plus en introduisant dans l'algorithme principal en fait cette partie qui avant était un update dédié, qui était le Helpful Content Update, et qui maintenant va être intégré dans le cœur de l'algorithme. Donc c'est devenu encore plus large et encore plus complexe. Et je pense les différentes études qu'on voit, même moi quand j'analyse les updates, c'est devenu tellement complexe. Et je pense que c'est la volonté de Google, c'est pour avoir les updates les plus flous possibles, les plus larges possibles, pour qu'en fait on pense pas trop aux updates, mais plus à choses réelles qu'on fait, aux utilisateurs, mais pas en fait à qu'est-ce que tu dois faire ajuster pour le moteur de recherche. Avec ça, donc on a eu les AI Overview qui ont été déployés donc, dans 120 pays du monde, ou plus même, et on attend le déploiement en France. Il y a donc pour l'instant le bouclier judiciaire qui nous protège de ça, mais ça va certainement arriver, on ne sait pas juste quand, on verra ça. Mais en fait, ce qui est rassurant, je pense, c'est que si c'était considéré au départ comme un peu l'apocalypse, Armageddon, voilà, et tous les autres jolis mots qu'on peut choisir du SEO, mais en fait, au final, si on essaie de voir un peu les études de cas sur les marchés où c'était déployé, aux US par exemple, il n'y a pas vraiment de boîtes qui sont fermées. Il n'y a pas de secteurs d'activité qui en fait ont arrêté de fonctionner à cause de ça. Donc au final, c'est pas si peut-être horrible que ça qu'on attend. Ensuite, donc, il y a à côté des core updates, il y a toujours les spam updates. Donc, les spam updates, pour rappel, c'est toujours un gros coup de balai de la part de Google où il nettoie les sites qu'on ne voudrait jamais voir dans les résultats de recherche. Donc là, c'est souvent des abus très catégoriques et importants en termes de production de contenu, en termes de qualité du site, en termes d'utilisation de liens en masse, etc.
Donc, c'est vraiment un coup de balai. Tous les sites que je guettais sur les spam updates, c'était les sites que je ne voudrais jamais voir dans les résultats de recherche, honnêtement. Et peut-être une petite nouveauté ou peut-être un accent que Google fait cette année, l'année dernière déjà, c'était les abus, c'était les pénalités liées à l'abus d'autorité. Quand des sites très très autorités publiaient des contenus qui étaient fortement décorrélés par rapport à leur cœur de métier, comme par exemple les guides d'achat sur les sites d'information de type Force. Le tout récent, la semaine dernière, on a eu donc l'élimination des sites médias du domaine des coupons en France. Tout ça, c'est voilà, ce qu'on appelait aussi donc, parasite SEO, et je pense que ça va continuer l'année prochaine. Moi, je suis, voilà, sans faire trop de projections pour l'année prochaine, pour cette année déjà, je pense qu'on va avoir des pénalités, et je suis même presque certain, parce que dès que les choses commencent à être un peu plus à la bouche de tout le monde et que tout le monde commence à les utiliser pour manipuler les résultats, il y a toujours des pénalités. Les pénalités, on joue deux rôles. Le premier, c'est, oui, nettoyer les mauvais sites des résultats de recherche de l'index de Google. Mais deuxième, c'est de abattre les ailes à tous ceux qui utilisent des techniques un peu manipulatives. C'est pour ça, je pense, qu'il y aura des pénalités liées à l'IA, l'utilisation en outrance des contenus IA, notamment voilà, pour casser un peu cette tendance où tout le monde produit des contenus en énorme quantité. Je pense avec la découverte de NavBoost et toutes les choses liées aux clics et l'importance des clics, à mon avis, il y aura des pénalités liées à la fraude du comportement utilisateur. Ce qui existait déjà, par exemple, sur Yandex, c'était assez grave quand je travaillais sur les marchés de l'Europe de l'Est. Ça existait déjà et c'était très grave. Et le troisième, je pense, oui, les pénalités liées à l'abus d'autorité, je pense que ça va continuer également parce que c'est un sujet quand même qui est très important pour Google. Donc voilà, en 2025. Merci Alexis. Alors, on a un petit problème de son. Ton son est saccadé. Ce qu'on te propose, c'est de faire un refresh du navigateur et d'échanger après dans le chat privé avec l'équipe pour qu'on tente de corriger ce petit souci de son. Okay. Donc, tu as juste à faire un refresh. On espère que ça va corriger le problème. En attendant, passons à toi, Julie. Donc, justement, tu introduisais l'enjeu du zéro-clic. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce qu'est cette tendance du zéro-clic et surtout comment, selon toi, cela impacte une stratégie de contenu? Exactement. Écoute, on va rentrer dedans. Je vais être moins technique qu'Alexis. Moi, c'est plutôt d'une façon générale rappeler ce qui était effectivement le zéro-clic. Donc, qu'on soit bien tous d'accord, ça désigne une réponse. Je vous donne directement la réponse qui est fournie directement par le moteur de recherche sans nécessité de clic. Donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est effectivement un petit peu aussi par rapport à l'AI overview ou des choses comme ça, c'est-à-dire cette façon, en tout cas, de consommer l'information directement dans les moteurs de recherche. Alors, il y a deux façons de voir ça. Il y a la façon de se dire « Ouh là là, mince, ça va avoir une vraie conséquence aujourd'hui sur mon trafic organique, puisqu'effectivement, le fait d'avoir l'information directement sur les plateformes va limiter la baisse. Donc, on voit déjà, donc ne vous inquiétez pas si votre trafic baisse, on va dire ce n'est pas sale, ce n'est pas grave non plus, parce que c'est vraiment une conséquence de ce phénomène. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une baisse de consommation de vos contenus. Parce que du coup, vos contenus, au lieu d'être consommés sur vos pages, vont être aussi consommés sur les moteurs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est une nouvelle donne dans le sens où, auparavant, on pensait forcément que tous les contenus devaient passer par Google pour ensuite renvoyer sur vos sites. Là, on va changer vos stratégies, c'est-à-dire on va se poser la question de qu'est-ce qu'on met sur nos sites propres et quel contenu on va mettre aussi, qu'est-ce qu'on va décliner plutôt pour être lu par les moteurs. Donc, c'est un vrai exercice, c'est un exercice de fond, un exercice de forme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des articles, par exemple, vous allez rajouter les questions qui pourraient être lues directement par les moteurs, ce qu'on appelle des feature snippets, c'est donc tous ces petits Q&A, tout ce qui est des informations sur people also like ou des choses comme ça qui sont en fait une façon de teaser en fait une partie du contenu. La vraie nouvelle donne, ça va être de se dire
quel type de contenu voilà, je vais destiner en fait à me ramener du contenu et à être lu par les moteurs de recherche, et quel autre type de contenu je vais vraiment mettre en avant, je vais spécialiser entre guillemets pour être lu directement sur mon site. Donc il va y avoir comme ça une espèce de pyramide de contenu qu'on utilisait déjà un petit peu, mais qu'on va renforcer, c'est-à-dire les contenus qui nous servaient uniquement en fait à driver de l'audience, aujourd'hui vont être travaillés un petit peu différemment, et les contenus qui vont être plutôt des contenus fidélisants ou des contenus plutôt propriétaires et vraiment en lien avec la marque vont être travaillés aussi plus en tout cas sur une vision de consommation sur ce qu'on appelle les médias organiques. Alors, je vous fais un parallèle pour ceux qui… Voilà, c'est un petit peu comme dans la presse, la période où, effectivement, on était obligé de passer par les kiosques, par exemple, pour absolument diffuser ces magazines. Hein. J'ai travaillé à Libération, donc voilà, je peux en parler. Et la période où on a décidé, entre guillemets, de prendre la main sur l'audience et d'être de moins en moins dépendant des kiosquiers en développant des formules d'abonnement ou en tout cas des choses où l'audience vient directement se connecter, en tout cas par ça. Donc, pas de stress, en tout cas, sur la consommation, c'est-à-dire qu'on est juste dans une évolution de tout ça. Le SEO va rester, mais il va falloir travailler différemment. Et par contre, ça va forcer, en tout cas, les éditeurs à travailler, on va dire, des contenus en direct sur les pages. On peut peut-être passer à la page d'après, je crois que c'était ça. Donc, tout le monde, effectivement, se dit qu'est-ce qu'il faut faire, ça fait des années que je fais mon SEO comme ça et autres. Donc, pas de stress. Déjà, l'idée, c'est de peut-être tout simplement auditer vos contenus une bonne fois pour toutes, parce que souvent, on arrive dans des stratégies qui sont lancées depuis des années et il n'y a pas forcément de recul. Il est temps de faire ce qu'on appelle un vrai audit de vos contenus et de regarder tout simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. On n'est pas obligé de produire autant de contenu qu'avant, la Sizemore en particulier, et on n'est pas obligé de les utiliser comme ça. Donc, les marques qui ont déjà une très bonne approche du SEO, qui performent déjà sur des thématiques, il n'est pas question de leur dire c'est fini, les cocos, on arrive, on fait ça. On va juste se dire que les marques qui sont déjà en avance sur le SEO et qui ont des très bonnes positions, l'idée, c'est d'optimiser tout simplement ces contenus-là et les adapter aux nouvelles exigences, justement, qui vont être rajouter des paragraphes, rajouter des bullet points, tout ce qui peut être, entre guillemets, screené davantage. Donc ça, c'est, je ne sais pas, je suis numéro 1 sur le diamant, par exemple. Bon, bah voilà, je ne vais pas arrêter de mes contenus qui fonctionnent bien, mais je vais les amplifier. Et deuxième chose, si je sais qu'il me faut aussi des nouveaux contenus, eh ben, je vais favoriser les contenus qui vont être plutôt en milieu et bas de funnel de conversion et de travailler davantage mes contenus par rapport à mes expertises, par rapport à mes piliers éditoriaux, d'une façon un peu nouvelle, parce qu'on va en parler après. C'est ce qu'on va appeler les contenus basés sur l'intention, c'est-à-dire se mettre dans la peau du consommateur et se dire pourquoi j'irai voir en tout cas cette recette de gâteau au chocolat de Cyril Lignac, par exemple, ou des choses comme ça qui vont être vraiment sur des points de différenciation. Et c'est là où ça demande beaucoup plus d'efforts qu'avant, c'est qu'on ne va pas être sur des sujets génériques, on va être générique, mais on doit en plus séduire de la façon la plus importante possible pour dire que mon conseil est le meilleur conseil par rapport à la concurrence. Donc voilà, donc on va embaucher des experts davantage, on va mettre beaucoup de choses là-dedans. Et c'est là où on va revoir un petit peu ce qu'on appelle aussi, Nicolas, tu en parlais sur le AAT et même l'USP, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement ma proposition de valeur, qu'est-ce qui est différenciant, qu'est-ce que j'amène en fait de si différenciant. Alors, effectivement, je peux faire un gâteau au chocolat, je peux suivre une recette là-dedans, mais ça va être peut-être le petit tips qui va être propre à Nicolas ou Alexis de rajouter, par exemple, voilà, un petit peu de sel ou de choses comme ça. Mais c'est vraiment cet exercice de se dire, on arrête le générique, on arrête le tiède et on va vraiment chercher
le petit tips de grand-mère, si je devais symboliser ça, le petit tips de grand-mère qui va faire que mon SEO va être authentique et différenciant. J'espère que ce n'est pas trop old school, mais c'était ça en fait l'idée. Voilà. Oui, puis je me permets de compléter. Moi, je pense que c'est intéressant de se poser la question, notamment d'un point de vue parcours d'achat de l'internaute. On dit souvent qu'un internaute passe 90% de son temps à s'informer, 10% de son temps à acheter. Idéalement, votre marque est visible à chaque étape. Et également, tout l'enjeu, c'est de créer de la préférence de marque. Donc là, on est un peu plus dans l'émotionnel, on va dire, mais c'est un enjeu. Et tout comme, je trouve intéressant de se dire, à la fin de la fin, OK, les usages sur Internet changent, mais à la fin de la fin, les internautes continuent d'acheter les produits et les services dont ils ont besoin. Donc, le sujet, c'est vraiment comment on réexamine et on s'adapte au nouveau parcours, à mon sens. Exactement. Tout à fait. Super. Merci à toi, Julie. Ensuite, on a une question, je pense, qui est parmi les questions qui reviennent assez souvent. On le voyait dans le sondage. C'était le deuxième enjeu sur les tendances pour vos stratégies. Donc, comment on fait pour être visible dans les différents moteurs IA? C'est la question, je pense, avec une tendance forte exponentielle en ce moment. Peut-être avant de, je dirais, rentrer en détail sur le sujet, le premier point potentiellement dans vos entreprises, vous avez peut-être votre directeur ou votre COMEX, comité de direction, qui vient vous challenger en mode « Ah bah tiens, on a tapé ça dans ChatGPT, on n'est pas visible. » C'est la catastrophe. Premier point que j'ai envie de vous dire, déjà, c'est d'être pragmatique sur la comparaison en termes de part de marché, où Google, d'un côté, reste quand même un large monopole, en tout cas un large acteur très clairement de votre visibilité et de l'acquisition de trafic. Et si on compare, même si je n'ai pas de chiffres très exacts, mais on peut imaginer que les moteurs IA, ça représente 1% de Google. Donc, juste pour quand même, je dirais, prendre du recul. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une tendance à suivre, mais c'est juste pour éviter le fait de se dire « Ah tiens, il faut qu'on bascule toute la stratégie d'un coup ». En tout cas, je ne le recommanderais pas. Par contre, tendance à suivre. Et donc, le sujet, c'est comment on devient visible à ce niveau-là. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir en tête déjà le fonctionnement technique, technologique des moteurs IA. Donc, ChatGPT, il y a deux fonctionnements. Globalement. Il y a le fonctionnement du LLM de base il a été nourri par un dataset de contenu jusqu'à une certaine date donnée, ce qui souvent pose problème puisque du coup le LLM n'a pas connaissance des informations récentes et du coup est moins pertinent et peut générer des hallucinations également. Et donc pour combler, je dirais, ce manque technologique, on va avoir par exemple un ChatGPT, mais c'est aussi la réalité avec par exemple un DeepSeek, qui est le nouveau LLM chinois qui fait gros buzz en ce moment parmi les experts IA. Toujours est-il où ces LLM du coup activent un autre mode, une surcouche qui est la recherche web. Et donc, comment ça se passe globalement? ChatGPT, maintenant, de plus en plus, va lancer automatiquement une recherche web. Et comme ferait un internaute qui taperait un mot-clé sur Google, eh bien, va analyser ses contenus et rédiger une réponse pour faire gagner du temps, du coup, à l'internaute. Donc, c'est vraiment ces deux étapes qu'il faut avoir en tête. Et donc, comment on fait? Globalement, j'ai envie de dire que là, quand je tape la question donne-moi des idées en gros d'outils pour produire un contenu IA Brain Voice, eh bien, SEMJ est visible. Mais pourquoi? Parce que dans la première étape de recherche de ChatGPT, un contenu de SEMJ est sélectionné. On va voir un peu plus en détail derrière. Donc, c'est ça votre enjeu, c'est déjà être visible sur la phase de recherche. Et donc, si on compare à Perplexity, la Perplexity, la différence, c'est que la recherche web, cette première étape est systématique. Donc là, on a vraiment ce côté surcouche du moteur de recherche par la réponse IA. Et donc là, c'est exactement le même sujet. En plus, on peut voir que les deux réponses sont relativement proches et où l'enjeu, c'est de faire partie des sources sélectionnées par Perplexity.
comment on fait? Alors, on pourra en faire un webinaire complet de 45 minutes. Moi, par souci de temps, on va focaliser une priorité qui me semble très importante. C'est le sujet d'être déjà sélectionné, enfin d'être visible, je dirais, dans les résultats de recherche par ChatGPT, par Perplexity. Et pour moi, un raccourci pour se dire j'ai toutes les chances d'être sélectionné, en attendant, je dirais, des outils de tracking qui permettent le suivre automatiquement, c'est déjà de se dire si je suis visible dans Google, si je suis visible dans Bing, si je suis visible dans Brave, qui est un outil très utilisé par les experts IA, de par son API, j'ai a priori beaucoup plus de chances d'être visible tout simplement dans SearchGPT, dans Perplexity. Et donc, globalement, ça nous arrange plutôt bien. Le sujet, c'est créer des contenus pour être visible sur ces mots-clés. Bien entendu, il faut détecter les mots-clés qui intéressent notre audience, mais ça reste les sujets d'intérêt de l'audience. Donc, pour moi, ça ne change pas fondamentalement le sujet. Par contre, ce qui peut être intéressant, et là où va y avoir une accélération, je pense, c'est aussi de faire en sorte que sur les autres résultats de recherche, ma marque soit également citée. Ça, pour moi, c'est un peu la deuxième priorité. Idéalement, il faudrait que, par exemple, HubSpot parle de SEMJ. Ça serait l'idéal. Et donc là, peut-être que la notion, je dirais, de RP digital et de marketing d'influence à ce niveau-là va se développer, tendance à suivre. En tout cas, priorité numéro 1, déjà, être visible sur les mots-clés, donc avoir les contenus qui vont bien en face. Toi, de ton côté, Alexis, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce niveau-là? On ne t'entend plus, par contre. Voilà, là, j'espère que c'est mieux. Oui, En fait, tout à fait. je pense que dès le départ, quand on parle de l'usage de SurGPT, je pense qu'il faut ne pas confondre les chiffres, l'usage de ChatGPT et l'usage de SurGPT. C'est les choses qui sont très, très différentes et selon les chiffres qu'on va passer dans la communication, sur les sites médias, etc. C'est souvent l'audience de ChatGPT, c'est-à-dire pas forcément les recherches. Donc voilà, quand on dit 4% de ChatGPT, c'est pas 4% des parts de marché que voilà, le ChatGPT a mangé de Google. Voilà, c'est juste parce que dans ChatGPT, on peut faire beaucoup plus de choses que juste de rechercher les choses. Et la deuxième chose, moi j'ai regardé juste, je crois la semaine dernière, sur des sites e-commerce chez nous qu'on gère, quelle est déjà la pénétration de SearchGPT et globalement de tous les environnements IA qui peuvent générer des visites. Au niveau des visites, ça reste très, très marginal, mais vraiment marginal. Par contre, au niveau de taux de transfo, ça a l'air de transformer super bien, notamment sur le e-commerce. Moi, je suis sur les chiffres à sur les taux de transfo à 2 chiffres et à voir sur les plus gros chiffres si ça va continuer, mais comme ça, ça a l'air d'être très intéressant. Et le 3, c'est comment on fait pour se positionner. Oui, comme tu l'as dit, en fait, je pense, sur GPT, il faut être très pragmatique. Il faut comprendre que, voilà, à la première étape, sur GPT, il récupère les 12 résultats de Bing, qu'il affiche. Ensuite, parmi ces 12 résultats, il va présélectionner les sources, en fait, en fonction de la requête, en fonction de la diversité qu'il faut apporter dans les réponses. Et après, il va formuler la réponse. Donc déjà, la première étape, il faut qu'on soit dans Bing. Et ce n'est pas le cas de toutes les entreprises d'ailleurs. C'est pas le cas. Donc, c'est ce qu'on a dit un peu au début sur les tendances. Ça, c'est en 2025, on va devoir s'intéresser un peu à Bing. Oui. Oui, et comme tu l'as dit, en fait, on peut faire un webinaire complet, en fait, comment on fait. On le note pour les prochains webinaires. Je pense que ça sera un sujet, clairement. Merci pour ton complément d'info, Alexis. Et donc maintenant, Julie, on a une question justement sur le sujet number one voté par l'audience, le sujet de EAT. Donc le EAT, ça a évolué, comment ça a évolué et surtout comment on adapte du coup nos stratégies pour booster du coup nos contenus, notre stratégie sur ces différents critères. Quel est ton avis à ce niveau ? Alors, déjà, j'ai lu un peu les commentaires aussi dans le chat. Donc, ce n'est pas forcément une nouveauté en tant que telle pour ceux qui travaillent les contenus. C'est même justement plutôt ce qu'on appellerait un back to basic, qui est en fait de savoir comment on fait du contenu. Le EAT, je reprécise peut-être pour ceux qui auraient un petit doute, c'est donc un critère mis en place par Google qui depuis 2022, qui va justement favoriser tous les contenus d'expertise, d'expérience, d'autorité et de fiabilité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est des contenus qu'on va pouvoir juger sur cette notion de recommandation.
pour faire des contenus comme ça, alors je sais que Nicolas, tu dis que tout le monde peut faire du contenu n'importe comment. Moi, ce n'est pas du tout ma vision. Je pense que tout le monde ne peut pas forcément faire du contenu, en tout cas du bon contenu. Donc, tout le monde peut faire du contenu, mais pas du contenu EAT. C'est un peu ça la divergence qu'on pourra avoir, même s'il peut y avoir des optimisations, parce qu'on appelle, donc il y a des impacts qui vont être très, très importants à intégrer, c'est-à-dire que dans la création de valeur, dans l'USP qu'on va proposer à notre audience, on va mettre des contenus d'expertise et non pas des copier-coller de librairies inutiles. L'idée, c'est de faire comment? C'est-à-dire que l'EAT, c'est une collaboration accrue avec des experts. Donc là, on en a mis par exemple un exemple sur les pharmacies ou dans les pages produits, par exemple, au lieu juste d'avoir des facts, on va dire, sur les bénéfices, on va vouloir davantage voir des gens, davantage avoir des paroles de référence. Donc, on a, par exemple, dans des pages produits, la possibilité de faire intervenir des experts qui vont un peu rassurer, comme quand vous allez en pharmacie haute, en tout cas, de mettre des visages et aussi d'avoir aussi des fonctions référentes. Alors, le mot expertise, en fonction des marques, n'est pas la même. Certains vont penser... L'UGC, par exemple, ce n'est pas de l'expertise. L'UGC, c'est des retours clients. Les gens sont parfois même payés pour donner des recommandations. Ce n'est pas ça qu'on appelle de l'expertise. L'expertise, c'est de l'ancienneté aussi, ou en tout cas, c'est une connaissance accrue dans un domaine. Donc ça, c'est important. En tout cas, revoir nos contenus. Il y a beaucoup. Je travaillais aussi pour un client récemment qui a revu toute sa fiche de fiches de conseils pour vétérinaires, en tout cas, qui était là-dedans, qui a fait revoir l'intégralité de ses 250 articles revus et remis à jour par des experts. Donc ça fait partie aussi des blogs d'intervention. Et puis, on va avoir deux phénomènes que j'ai mis en gras aussi, qui sont l'intégration de certifications et de labels. Ça va beaucoup, beaucoup jouer en 2025. Donc, avec justement des contenus certifiés et labellisés à travers des critères. On demandait comment faire. Donc, on pourra en discuter ou en renvoyer, mais en tout cas, il y a des certifications qui vont arriver sur le marché en 2025. Ça existe déjà aux États-Unis, ça arrive chez nous prochainement. Et puis, on va valoriser effectivement aussi un troisième point qui est la valorisation des contenus propriétaires, c'est-à-dire les contenus, par exemple, vraiment propres à tout ce qui va être justement purpose de l'entreprise, raison d'être, tout ce qui est comme ça, un peu des contenus qui vont permettre, entre guillemets, d'être reconnus. Et dernier point, quand on dit connu et reconnu, ça veut dire pas être reconnu par sa propre audience, mais être reconnu justement par ses pairs ou autres. Donc là, il est question de netlinking. Ça veut dire aussi de revoir beaucoup plus aujourd'hui les liens, les autorités qu'on essaie de créer, c'est-à-dire de vouloir être référent dans un domaine, va nécessiter aussi de revoir toute la partie netlinking du SEO et de bien choisir ses combats pour être reconnu. Voilà, et pas être reconnu par des petits instituts, mais en tout cas, se dire expert. Et quand on est expert, il faut justement aller chercher le centre d'expertise qui nous reconnaît, qui nous certifie. Merci Julie. Alors, je vois qu'il faut qu'on accélère. Alexis, il nous reste encore plusieurs questions. Alexis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, selon toi, comment les données analytiques peuvent aider justement les stratégies SEO en 2025? Oui, donc là, en fait, on va l'illustrer peut-être sur 3 exemples qu'on a préparés pour vous, des exemples réels et concrets. Donc oui, les données analytics, en fait, quand on fait du référencement, on a un grand privilège d'avoir beaucoup de data qu'on peut utiliser, réutiliser, qu'on peut utiliser pour prioriser les choses, pour prendre de bonnes décisions, pour argumenter auprès des équipes techniques ou la direction, etc., etc. Et ça, c'est les données qu'il faut, voilà, il faut en profiter tant qu'on en a. Le premier exemple que je souhaite vous montrer, donc c'est quelque chose que j'ai tendance à faire quand je travaille sur les sites, notamment e-commerce. Donc ça, c'est les tâches de priorisation.
Donc ça, c'est un exemple très simple, mais qui permet de mettre en avant les pages les plus importantes du site. Pour cela, je segmente la première étape, toutes les pages de mon site e-commerce. Donc c'est un site e-commerce qui travaille sur un marché européen. Donc je les ai segmentées par type de page. Donc on retrouve les pages produits, les pages par genre, par modèle, par marque, etc., les différentes catégories. Et on commence à ajouter en colonne dans Excel ou dans Spreadsheet des indicateurs qu'on récupère depuis, par exemple, Google Analytics. Donc, on a les sessions, les utilisateurs, le nombre de transactions, d'achats et le revenu qui est généré. Et à partir de ça, en fait, on peut faire le scoring de nos pages. Notamment, on peut calculer, si on divise les achats par session, on a en fait le taux de transformation des pages. Donc, quand nos clients arrivent depuis Google sur les pages de ce type-là, ils convertissent avec un tel pourcentage. Et le deuxième indicateur, c'est plus chiffré, disons, plus on parle de l'argent. On peut calculer aussi ces entrées. En fait, pour chaque type de page, on peut calculer en moyenne un utilisateur qui arrive depuis Google sur les pages de ce type-là, combien il nous ramène en euros. Et en fait, cette technique très simple, elle nous permet de voir en top de la liste, il y a les pages produits. C'est-à-dire, donc, si les pages produits sont prioritaires, dans ce cas-là, on va donc peut-être, voilà, on va enrichir le contenu, ajouter des vidéos, de belles photos, on va optimiser la pagination, etc., etc. Donc ça, c'est une technique très simple, vous pouvez la réutiliser également chez vous et elle est très efficace. Le deuxième exemple, alors ça c'est un autre exemple. Donc ici, on utilise les données de la Search Console. Ça, c'est un exemple d'exercice qu'on fait sur nos plus gros clients, qui ont souvent des équipes déjà de rédaction et qui veulent savoir en fait sur quoi il faut écrire pour avoir les meilleurs résultats. Voilà, surtout dans quel ordre. Pour cela, on part donc de la problématique principale dans le SEO, en fait, c'est qu'on a des mots-clés très hétérogènes. Il y a des types de mots-clés différents et surtout, il y a des résultats de recherche chez Google qui sont également très différents. Et tous les mots-clés, en fait, ils n'ont pas le même potentiel en termes de taux de clic. Ils n'ont pas le même potentiel, voilà, en termes de CTR. Donc pour cela, on fait ce qu'on appelle une matrice du CTR, c'est-à-dire on prend un grand volume de mots-clés, en fait, on exporte tout ce qu'on peut via donc, la Search Console, et on fait ce genre de tableau, je dirais c'est tableau croisé dynamique, où en fait en colonne, on a les positions. À la première colonne, on a des groupes de mots-clés, donc des patterns plutôt de mots-clés, et on a donc la répartition des taux de clic par position. Et là, on retrouve très vite, par exemple, sur cet exemple, que les mots-clés les plus efficaces pour ce site, et là, c'est un site dans le domaine du voyage, un gros magazine de voyage, que les patterns les plus efficaces, c'est il faut créer des articles sur que faire, où manger, etc. etc. Et parce que ça permet de, même si on se positionne au-delà de top 5, par exemple, on peut avoir le CTR, par exemple, égal à 19-16%. Et il y a des patterns qui ne sont pas du tout efficaces, donc on abandonne tout de suite. C'est la ligne la plus rouge qu'on a ici, c'est autour de moi. Ou encore à la fin, je crois, il y avait le centre commercial. Là, il n'y a aucune raison d'y aller parce que voilà, les gens partent en fait ailleurs et ils ne cliquent pas sur les résultats organiques. C'est intéressant d'ailleurs, je me permets de rebondir, Alexis, mais on pourrait imaginer que faire toutes ces requêtes-là, on est plutôt sur des types de requêtes position 0 clic, justement, mais au final, c'est là où tu as le plus de CTR. Donc, comme quoi, c'est important aussi en fait, c'est surtout parce que déjà, du côté des utilisateurs, ils ont tendance à ouvrir plusieurs résultats. Donc, c'est déjà bien. Et le deuxième, il y a moins de résultats, disons, moins de résultats spécifiques de Google, comme peut-être Google Maps ou autre chose, en fait, l'hôtellerie. Et là, c'est très efficace voilà, pour faire ça. Et le dernier exemple très rapide, avec également, en utilisant de la data, on peut évaluer les causes et effets en fait, de nos actions et de manière très, très visuelle. Ça, c'est un exemple d'un autre site, donc e-commerce, sur lequel il y a eu une nouvelle pagination qui avait été mise en place. La première, donc, le premier graphique, c'est en fait, donc, il y a la ligne verticale qui montre à quel moment ça a été fait. Et ensuite, on a donc la courbe, c'est donc les clics. Et en fait, quand on regarde ces données, donc c'est exactement la même chose dans la Search Console, on voit qu'il n'y a rien en fait. On ne comprend pas en fait. Est-ce que la nouvelle pagination elle a été bénéfique pour les performances SEO ou pas? Mais en appliquant des algorithmes statistiques, notamment le Causal Impact, donc c'est une bibliothèque open source qui a été propulsée surtout par Google pour tout ce qui est le payant, mais elle est également utilisable pour le SEO. Sur le dernier graphique, on voit ça, c'est l'impact incrémental en termes de clics. Donc entre
les résultats qu'on a obtenus via la nouvelle, en fait, qui ont été obtenus via la nouvelle pagination et comme si, en comparant avec l'état si ça n'a pas été fait. Voilà. Donc là, c'est très intéressant, très visuel et très visible. Donc là, on voit que la pagination, ça, voilà, mis en place, ça n'a pas marché. Oui, donc vous avez isolé le résultat en termes d'acquisition SEO suite à ce changement de pagination et potentiellement ça a apporté plutôt du négatif. Mais ce qui est intéressant dans la démarche que tu donnes, c'est voilà, c'est tout l'enjeu aussi de cette partie analytique est très clé de manière générale pour sa stratégie. Super intéressant. Ensuite, on avait une question sur globalement, est-ce qu'on peut utiliser et comment l'IA générative pour améliorer les analyses concurrentielles. Donc moi, je voulais vous montrer 2 exemples. On pourra en montrer plusieurs. J'en ai sélectionné 2. Un pour la partie stratégique, notamment dès lors que vous voulez aller chercher des parts de marché. On le sait, en général, il faut 1000, 2000, 3000 contenus, 3000 pages à créer parce que vos concurrents ont peut-être un peu d'avance. Et donc, vous devez faire des choix. Et une des manières de faire des choix stratégiques, c'est notamment de se dire, OK, on va prioriser une business line, une thématique, éventuellement 2 pour éviter de saupoudrer les efforts. Vaut mieux arriver dans le top 3 sur une thématique que passer de la 11e à la 10e position sur plein de thématiques globalement. Et donc là, grâce à l'IA générative, vous pouvez par exemple obtenir ce genre de benchmark où globalement, on agrège, on analyse les différentes pages des concurrents, le trafic qu'elles génèrent et après, on va classifier grâce à l'IA générative cette data. Donc là, c'est classifié par thématique, mais tout comme ça pourrait être classifié par persona, par type de page, comme tu montrais tout à l'heure, Alexis, etc., etc. Donc, grâce à l'IA générative, on arrive du coup à avoir des analyses concurrentielles bien plus poussées et du coup d'avoir des stratégies bien plus fines et héroïstes. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, là, c'est plutôt côté rédacteur. Quand on va vouloir produire un contenu, nous, on s'est rendu compte chez SMJ qu'on avait un certain nombre de rédacteurs où, par exemple, ils avaient un enjeu de rédiger un article, par exemple, sur les gants de boxe. Et voilà, ils se disent, bon, je vais mettre en mot-clé gants de boxe. Sauf qu'un article de conseil sur le mot-clé gants de boxe n'a aucune chance, en fait, de se positionner. Pourquoi ? Parce que Google priorise des pages de type catégorie e-commerce sur le mot-clé grande box. Donc, ce qui est important de faire, ça, côté expert SEO, on est plutôt habitué, c'est d'analyser à la fois le type de page et également l'angle du contenu pour vraiment viser juste pour avoir toutes les chances, je dirais, de se positionner. Mais pour rendre cette analyse simple, eh bien là, on peut le voir, vous avez 2 exemples où l'IA générative fait cette analyse pour que le rédacteur, du coup, ne fasse plus cette erreur et soit guidé sur le bon format de contenu, le bon type de page et également le type de contenu à créer. Donc ça, c'est là où on voit que l'IA générative peut faire gagner un temps incroyable, mais même peut augmenter, je dirais, l'expertise et l'analyse. Ensuite, on a une question sur les micro-conversions. Alexis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est et comment, justement, ça peut aider à générer du ROI, justement? Oui, je pense que c'est une excellente question qui est souvent un peu négligée par beaucoup. En fait, d'habitude, quand on fait du SEO ou n'importe quel autre, on active n'importe quel autre levier, on se focalise sur les macro-conversions. Donc, c'est-à-dire, c'est des actions que l'utilisateur, c'est les actions de l'utilisateur qui influencent directement le business. Donc, c'est souvent le CA, le nombre de transactions, le ARR et le MQL, donc les leads qualifiés chez les startups ou les SaaS. Mais très souvent, en fait, quand on vit ça, et c'est très bien parce que voilà, on aligne comme ça la stratégie par rapport pour atteindre l'objectif à business. Mais souvent, en fait, la part des gens en fait qui convertissent en fait dans ces macro-conversions, c'est de 1 à 3%. Et donc là, et on obtient en fait toute une masse grise en fait, de nos utilisateurs, de 97% en fait, et on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce qui se passe avec eux. Et donc pour cela, pour un peu qualifier toute cette audience, souvent on met en place ce qu'on appelle les micro-conversions. C'est quelque chose qui est très utilisé au niveau, voilà, par toutes les personnes, et le sujet est bien pris par toutes les personnes qui font du content marketing. Donc ce sont des actions indirectement liées au KPI, mais qui ont tendance à se produire plus fréquemment
Et grâce à ça, on peut atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de qualifier notre audience. Déjà, on comprend un peu mieux est-ce que tout le trafic qu'on acquiert, est-ce qu'il est qualifié en fait ou pas. Et deux, on travaille également sur la rétention, en fait, ou plutôt on capitalise sur l'audience qu'on acquiert. Il y a énormément d'exemples de micro-conversions qu'on peut mettre en place. Il y a par exemple s'inscrire à la newsletter, c'est activer les push, même ajouter le produit dans le panier. En fait, tout ça, c'est l'audience sur laquelle on peut capitaliser. Et un grand avantage des micro-conversions, c'est que c'est des étapes, c'est des pas très simples dans lesquels il n'y a pas autant de résistance que demandent les macro-conversions quand il faut sortir sa carte bancaire ou faire un engagement sur quelconque. Mais ça permet vraiment de capitaliser sur notre audience et aussi de comprendre est-ce qu'elle est qualifiée, en fait, l'audience qu'on acquiert. Donc, pensez bien, du coup, à bien vous challenger entre vos macro-conversions, quelles seraient potentiellement les micro-conversions à bien traquer de manière dans Google Analytics ou autre pour avoir une vue plus fine de vos conversions. Ensuite, Julie, on a une question pour toi. Selon toi, quels sont les types de contenus et de formats que tu préconises pour la partie SEO, notamment avec un regard d'un côté, je dirais, B2B et de l'autre B2C? Ouh là là, grande question. Et l'heure tourne, en plus, il faut qu'on aille vite. Entendu, mais bon, c'est pas grave, on a 5 minutes. Évidemment, ça va pas être un scoop de vous dire que les vidéos sont en top, en top tendance, on va dire, de contenu, mais quand même, en tout cas, il y a plusieurs types de contenus qu'on va mettre, des contenus toujours éducatifs, pédagogiques, on le sait, puisque c'est aussi par rapport à ce qu'on vient de se dire, de l'intention, des contenus qui peuvent aussi beaucoup plus être rédigés de façon étape par étape, bullet point et tout ce qui va. Donc ça, c'est des contenus attendus qui restent de toute façon nécessaires et essentiels. Les contenus personnalisés reste toujours le Graal, même si on voit très bien que tout ce qui est data aujourd'hui reste quand même un enfer pour les content marketers, parce qu'on n'arrive pas à vraiment, on collecte la data, mais on n'arrive pas à connecter l'action de la data à la personnalisation. Donc, il faut quand même essayer via des CMS, via des newsletters, mais ça reste quand même un objectif de pouvoir personnaliser au mieux pour le mieux engager. Contenus essentiels aussi importants qui sont les contenus brand voice et expertise. Ça, c'est nouveau. C'est ce qu'on s'est dit aussi sur le développement de sujets beaucoup plus liés à l'expertise, les backstage, l'interrogation des amis, des experts, en tout cas de la marque. Ça, c'est quelque chose qui va percer le plus. Et puis, tout ce qui est contenu exclusif ou premium, qui sont très bien faits par les médias en général et qui réservent aussi des contenus à valeur ajoutée supplémentaire pour les gens qui décident aussi de s'engager davantage avec les marques. Donc, c'est important. C'est tout ce tunnel-là. On peut peut-être passer ensuite un petit focus sur les vidéos. La grande nouveauté, je ne vais pas repasser la slide, c'est de travailler sur des master formats, c'est-à-dire travailler aujourd'hui vos vidéos, non pas pour un usage. Ça, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup chez The House of Content et en général sur les experts là-dedans, c'est-à-dire travailler de moins en moins sur des centaines et des centaines de petites vidéos parce que c'est très chronophage et tout. Par contre, travailler des gros master formats qu'on retravaille après là-dedans, des contenus qui vont à la fois parler de brand, à la fois qui vont parler de how-to et tout ça. Tout ça, c'est master format, on pourra en reparler une prochaine fois, ça pourrait faire 45 minutes aussi, mais c'est ça la vraie nouveauté aujourd'hui en termes de vidéos et de stratégie SEO, c'est de créer vos vidéos aussi bien, on va dire, que la structure des pages produits à l'époque, c'est-à-dire désigner une grande vidéo qui va répondre à tous les objectifs vente, business, marketing, et c'est ça qui est important. Merci Julie. Ensuite, on a une question du coup sur globalement, qu'est-ce qu'on peut automatiser et est-ce qu'au final, l'IA va nous aider à automatiser beaucoup plus d'actions SEO? Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Moi, je pense que voilà, sur ça, déjà, l'IA, ça nous a permis en fait de vulgariser beaucoup l'automatisation et de la rendre accessible à tout le monde.
Donc l'automatisation, en gros, ça nous permet de faire des choses en moins de temps, de manière plus profonde et de manière autonome. Et là, pour beaucoup de tâches répétitives où on s'adressait avant aux développeurs, aujourd'hui, on peut faire tout nous-mêmes, soit parce que l'IA est intégrée dans les outils déjà existants qu'on utilisait, soit il y a des solutions no-code qui permettent pour les personnes même pas techniques de commencer à les utiliser. Mais aussi, on peut mettre beaucoup de choses de notre côté. Au niveau de classification, catégorisation, génération, etc., etc. Là, j'ai préparé donc un exemple, donc j'ai sorti un exemple réel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Courir, donc le site qui vend des sneakers. Donc ici, on est sur donc voilà, on sait que le nerf de guerre de chaque site e-commerce, c'est le catalogue produit, qu'il faut en fait veiller à sa qualité, à la présence des produits, mais aussi il faut le bien labelliser ou catégoriser pour pouvoir créer après, derrière, de nouvelles pages d'atterrissage. Ça, c'est un exemple de l'utilisation donc, de l'API de GPT, donc, qui s'appelle, donc le modèle qui s'appelle GPT Vision et qui se base sur la reconnaissance des images et donc ce qui est affiché sur l'image. Et à partir de ça, en utilisant des prompts, en fait, le modèle il va recevoir à l'entrée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur Spreadsheet. Et après, on l'a automatisé pour que ce soit tout le temps, pour que ça se mette à jour tous les jours. Donc là, on est sur on importe donc les pages produits. Derrière les pages produits, il y a une image du produit. Et ensuite, on dit en fait quels attributs on veut extraire à partir de cette image. Et Léa, notamment GPT Vision, elle le fait très bien. Par exemple, essayer d'identifier est-ce que c'est la basket, est-ce qu'elle a des lacets ou sans lacets à scratch ou pas? Est-ce qu'elle est basse ou montante? Est-ce que le motif il est plutôt floral ou monochrome, etc. Même elle peut reconnaître plus ou moins bien la matière. Est-ce que c'est en toile, en coton, en cuir, etc. Et ça, c'est les choses prennent énormément de temps parce que c'est le travail humain en fait qu'il faut engager. Et avec l'IA, on peut faire des choses beaucoup plus vite. Après, évidemment, on peut faire quelques retouches sur des labels un peu plus subjectifs, mais ça marche très bien. Super. Donc, quand on parle de décliner ses contenus pour aller chercher plus de visibilité, on est même dans je décline une image pour aller chercher davantage de facettes e-commerce. Donc, ultra intéressant comme exemple. En fait, tu vois, parce que c'est même la personne, si c'est la personne humaine qui va essayer de comprendre est-ce qu'il y a des lacets ou pas lacets, en fait, dans tous les cas, elle va regarder l'image. Donc là, tout simplement, on dit à Léa de le faire. Hein. Ouais. Et de manière générale, moi, j'aurais tendance à vraiment vous inviter à regarder les fiches produits côté Decathlon et notamment dans les magasins, sur le site ou dans le magasin. Je trouve qu'il y a un super travail UX autour des fiches produits et tu nous le montrais, Alexis, d'ailleurs, dans ton exemple où, en tout cas, dans cet exemple que tu listais, chaque visiteur sur une fiche de produit générait plus de chiffre d'affaires. En général, les taux de conversion sont bien meilleurs. Ouais. Donc, vraiment intéressant. Et peut-être que grâce à l'IA générative, justement, et en mettant les bonnes données en amont, on peut faire des choses assez incroyables. Et puis, dernière question que nous avons sélectionnée, comment prioriser les actions SEO pour maximiser leur impact sur le long terme? Alors, je vais vous donner 2 éléments de réponse et après, je te donnerai la main, Alexis. Le premier point, je voulais vous partager les résultats de cette étude State of SEO 2025 de Conductor. Je trouve que c'est une étude qui est intéressante chaque année. Alors même si voilà, c'est avec un regard américain, mais quand même à avoir en tête, c'est les 2 résultats. Ma slide bouge toute seule, décidément. On va y arriver. Hop là. Excusez-nous. Donc, première question dans cette étude où on obtient un élément de réponse, c'est en gros, on demande quelles sont vos priorités justement SEO, vos focus sur les 12 prochains mois. Et donc là, on retrouve, donc ça tombe bien, on retrouve l'enjeu de bien aligner le contenu par rapport à l'EAT et par rapport aux intentions de recherche. Donc, ça matche très bien globalement avec le sondage qu'on a fait en live plus tôt. Et puis, la deuxième question, c'est globalement quelle est votre priorité en gros d'outillage sur 2025? Et en gros, là, c'est outillage, comment je génère du contenu. Donc, si on prend les deux, hein, globalement, c'est comment je génère du contenu plus efficacement grâce à la technologie, avec davantage d'expertise, d'expérience, d'autorité et bien entendu de confiance, et avec un meilleur alignement sur les intentions de recherche. Voilà, c'est ce qu'on peut en retenir. En tout cas, c'est une grille de lecture.
Et au-delà des grandes tendances, des grands changements, moi, je voulais aussi apporter un élément de lecture parce qu'on peut vite se disperser après sur les tendances, tester plein de trucs et oublier les fondamentaux. Donc là, je voulais un peu revenir un peu à un certain pragmatisme où là, je vous montre un de nos clients avec une performance qui est incroyable, qui est hors norme en l'occurrence, puisqu'on parle d'une croissance sur 2 ans de 6 millions de trafic SEO mensuels en termes de croissance. Le sujet, au-delà de cette croissance, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment on peut simplifier au final le processus, en tout cas d'un point de vue SEO. Première étape, la partie netlinking, la partie technical SEO, en fait, était déjà bonne, puisque le domain rating est supérieur à 70. Domain rating, c'est une métrique à Href. Et voilà, niveau technical, très bon. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dès lors que vous avez cette base, eh bien, vous pouvez passer aux 2 autres étapes. Et les 2 autres étapes, quelles sont-elles? Il y a un aspect, je dirais, production quantitative et il y a un aspect qualitatif. Production de contenu, c'est 500 contenus informationnels, là en l'occurrence, principalement, chaque année. Donc, comment j'arrive, tu parlais Julie de créer une Content Factory, comment j'arrive à créer ma Content Factory en interne avec un rythme soutenu. Mais la troisième partie est extrêmement importante par rapport à tout ce qu'on se dit de manière générale, qui est comment je crée des contenus avec une expertise. Et ça, profondément, je pense qu'il faut se poser la question de qui a l'expertise dans votre entreprise. Pour vous faire une petite analogie, souvent, on m'appelle, des étudiants m'appellent parce que dès lors qu'on fait un mémoire, on doit appeler des experts. La même chose chez moi également. Ouais. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que ce processus d'aller chercher l'expertise, dès lors qu'on a fait des études à un mémoire, on le fait tous. Par contre, de par, je dirais, l'ancienne définition de la rédaction web, peut-être on le faisait moins. Mais peut-être que là, maintenant, le sujet, c'est de le refaire plus par rapport à tout ce qu'on se dit. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, ou que vous posiez la question, comment je fais pour créer une machine où j'arrive en amont et en aval à avoir l'expertise qui rentre dans mon contenu, globalement. Donc, ça peut être, bien entendu, des interviews, j'appelle des collègues, etc., qui ont l'expertise et l'audio se transforme en contenu texte, par exemple. Ça peut être de la révision, bonification par des experts, mais je vous invite à poser cette question. Toujours est-il, là, ce cas client, ils ont réussi, ça cartonne. On est dans le secteur santé en plus, donc très EAT. Donc, voilà, je vous invite à challenger cette partie-là. Et Alexis, je crois que tu voulais rajouter un point. Moi, je pense que ça va être très vite. Je pense en termes de priorisation, il y a des choses qu'il faut faire là, et la construction de la roadmap. Il faut partir vraiment il faut partir de la stratégie. La stratégie, c'est pas un buzzword. La stratégie, c'est un objectif. Ensuite, il y a un objectif business auquel sont subordonnés des KPI qu'on veut atteindre. Et derrière les KPI, il y a des actions concrètes qu'il faut qu'on mette en place. Mais tout cela, ça contribue en fait à atteindre donc l'objectif principal. Et ça nous permet en fait, rien qu'avoir ça, avoir un objectif chiffré aussi, ça permet de ne pas s'éparpiller sur toutes les choses et ne pas en fait faire des choses au fur et à mesure qu'on les retrouve, mais vraiment les construire dans un système qui serait efficace sur le long terme. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on préconise d'ailleurs. Je vous invite demain, on fait un séminaire aussi là-dessus sur ce qu'on appelle les content plans, qui sont des notions extrêmement mal maîtrisées en fait en France parce qu'on a malheureusement, on croit que c'est comme une charte éditoriale, ce qui n'a rien à voir. Et effectivement, la création d'un content plan permet effectivement de mettre une vision, des objectifs chiffrés, surtout un plan de déploiement de stratégie SEO et autres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a pu même voir aux États-Unis au dernier Content Marketing World, qui n'était pas du tout justement positif dans ce cas-là. C'est-à-dire que le content plan, c'est un fondamental qui est extrêmement mal développé en France. Donc, je vous invite aussi à aller là pour ensuite permettre justement à vos partenaires d'être alignés et en interne aussi d'être alignés sur les objectifs de SEO et de content marketing en général. Un excellent point, et moi je vous invite de manière générale, nous plusieurs clients le mettent en place. Ils ont à la fois une roadmap de contenu annuel et potentiellement trimestriel, puisque plus il y a d'intervenants et plus on anticipe, plus la production est fluide. Pour conclure, si je vois que l'heure tourne, quels seraient, Alexis, Julie, vos derniers conseils, le conseil qui permet cette conclusion? Julie, je te laisse commencer. Je crois qu'on l'a répété plus que répété. Focuser sur le mot fou, le beau fou et surtout le AAT. Je crois que c'est clair.
l'expertise du content. Justement, que ce soit dans SEO ou là-dedans, c'est vraiment remettre entre guillemets la qualité éditoriale sur les experts et les brand voices, c'est plutôt interne, les experts c'est plutôt externe, j'ai vu la question là-dedans, et effectivement appuyer cette année davantage les contenus sur ces deux topics. Voilà. Super. Et de ton côté, Alexis? Je pense voilà, sur l'année 2024, peut-être l'élément majeur qu'on a eu dans le monde SEO, c'était la fuite de la documentation de Google, dans laquelle on a pu voir à quel point le moteur, l'algorithme, il peut être granulaire et à combien de détails le moteur peut s'intéresser pour pour essayer de le chiffrer, mesurer et après utiliser dans l'algorithme de classement. Donc moi, je pense sur ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut surtout pas sous-estimer les capacités du moteur de recherche et surtout, voilà, si plus vous placez l'utilisateur au cœur de vos priorités, le moteur le récompensera certainement sur le long terme. Et si vous pensez que le moteur il ne peut pas le mesurer aujourd'hui, je pense qu'il sait le faire et il le saura encore mieux demain. Il y a un vieux dicton qui dit le problème des SEO, c'est qu'ils cherchent à comprendre ce qui intéresse le moteur, alors que le moteur cherche à comprendre ce qui intéresse les utilisateurs et qui a un joli raccourci à chercher à comprendre ce qui intéresse les utilisateurs. Ouais. Et pour ma part, dernier conseil, on a beaucoup parlé d'expertise et après, bien entendu, le contenu, ça peut prendre du temps. Vous l'aurez compris, qualité, quantité. Moi, personnellement, je pense que l'IA générative est un formidable outil à ce niveau-là pour viser des contenus encore plus qualitatifs qu'avant. Et tout comme en parallèle, j'ai envie de dire, warning, attention à des approches de contenu de basse qualité, notamment avec l'IA. C'est très simple de faire beaucoup de contenu de faible qualité, donc visez systématiquement qualité, expertise, EAT. Et donc, posez-vous la question aussi, comment processer tout ça pour justement aller chercher cet objectif. Julie, Alexis, un grand merci à vous pour tous ces précieux conseils. J'espère que dans l'audience, vous avez bien apprécié les avis, les bonnes pratiques partagées par nos experts. Je vois qu'on a un peu explosé le timing, on en est désolé et du coup, on n'a pas le temps de répondre à vos questions. Cependant, je suis persuadé que Julie et Alexis répondront avec joie et expertise à vos questions directement si vous les contactez sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Sachez qu'en parallèle, nous organisons le prochain webinaire qui est dans à peu près 2 semaines, veille de la Saint-Valentin, où là, on continuera sur les tendances, mais cette fois avec un regard différent, un peu plus, je dirais, zoomé, notamment comment détecter les tendances marché grâce au social listening, grâce à l'IA prédictive et comment, au final, cette data permet d'adapter notre stratégie content et SEO. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je crois qu'il y a déjà énormément d'inscrits à un webinaire qui sera très complémentaire de celui d'aujourd'hui. Voilà. Merci encore, Julie. Merci, Alexis. Merci à vous tous. Et merci à toute l'audience parce que vous étiez super actifs dans le chat. On avait du mal à vous suivre tous. Incroyable. Exactement. Donc, à très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.